Sur ce, je retrouve le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Bonjour, Monsieur Blanchette. Bien, bonjour. Je vais commencer justement par le conflit entre Israël et le Hamas. Le Bloc québécois demande maintenant une trêve pour acheminer l'aide humanitaire. Pourquoi pas un cessez-le-feu comme le veut le NPD? Bien, il y a une différence d'abord dans la référence. La position qu'on adopte est très près de celle de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne, du président de la République française, et elle a été à toute fin pratique adoptée également par le gouvernement du Canada dans les derniers jours, en remplaçant le mot trêve par le mot pause, qui à toute fin pratique de la même chose. Une pause ou une trêve, c'est un exercice qui est temporaire. On espère que ce soit durable, mais la demande initiale est temporaire parce que dans ce cas-ci, on veut ouvrir une fenêtre qui permet l'acheminement urgent et qui doit être abondant de ressources humanitaires pour la population civile de Gaza qui souffre énormément. Un cessez-le-feu serait a priori une volonté de cessation permanente. Évidemment, on aimerait tous ça, de cessation permanente des activités dans le contexte d'une négociation d'une paix durable. Mais dans la perspective et du Hamas et d'Israël, on n'est pas dans un esprit de négociation de paix. Le Hamas semble déterminé à continuer ses hostilités et ses agressions et Israël a bien l'intention de neutraliser une fois pour toutes le Hamas si tant est que ce soit possible. Donc la différence, elle est assez importante. Elle n'a rien à voir avec les députés du NPD. Elle vient de la communauté internationale. Vous avez rencontré le premier ministre Trudeau ce matin pour faire le point justement sur ce conflit. Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre? D'abord, depuis le début, on a mis deux grosses positions de l'avant. La première, c'est la trêve humanitaire, donc comme un cessez-le-feu, mais éminemment temporaire, avec aussi le maintien de zones d'acheminement de l'aide humanitaire par la suite, ce qui est compliqué dans un tout petit territoire comme la bande de Gaza, où les tirs peuvent pas être si précis. Donc ça c'est un problème réel. Et l'autre demande, c'était que le premier ministre rencontre en effet les chefs d'opposition. Il faut essayer d'enlever la charge partisane sur cet enjeu-là. Il faut que le Canada et le Québec soient capables de parler d'une voix commune, raisonnablement commune. Et lorsque tu rencontres les chefs de parti une fois par semaine, mettons, c'est plus difficile d'arriver au Parlement 2 heures après, puis de vilipender de façon très partisane. Donc, ça élimine ça. Moi, je suis très content de la rencontre parce que le gouvernement canadien s'est remis en contact, s'est retrouvé un siège, comme je le demandais, un siège autour de la table des décisions, et on sent déjà depuis quelques jours que la position canadienne est plus solide, et plus arrimée sur celle des alliés du Canada. Et la réunion permet aussi pas d'avoir plus d'informations, bien qu'il y avait des informations qu'on n'aurait pas eues ailleurs, mais on est capable d'avoir beaucoup d'informations par nos propres réseaux et les médias internationaux, mais de savoir où loge le Canada, quelle est sa position actuelle, quelle est sa perspective actuelle pour, dans la mesure du possible ou dans la mesure où on est d'accord, mais on n'est pas en désaccord sur le fond, qu'on puisse être plus collaboratif qu'adversaire. Oui, donc une rencontre productive. Sur la question du respect du droit international maintenant, on sait qu'Israël se prépare à une offensive majeure dans la bande de Gaza où on assiste à une crise humanitaire. Est-ce qu'Israël respecte le droit international selon vous? Le droit international, par nature, bien sûr, les gens qui font du droit international vont vouloir donner une définition très précise des différentes règles, mais à chaque expert, il va y avoir des différences dans l'interprétation des règles. C'est vrai en droit en général, c'est encore plus vrai en droit international. Les lignes de ça sont floues. Normalement, par exemple, on déclare la guerre à un État, non pas à un groupe à l'intérieur d'un État. On serait intervenu du côté d'Israël envers l'autorité palestinienne, mais ils savent très bien que l'autorité palestinienne est incapable d'intervention et n'a aucune autorité dans la bande de Gaza. Donc déjà, on est en dehors un peu des règles habituelles du droit international. Et si on voulait appliquer ça de façon sévère, on dirait à Israël, tu dois prendre acte de l'assassinat cruel de centaines de citoyens et ne rien faire parce que c'est dans un autre territoire. Donc, évidemment, il y a des nuances qui doivent être apportées. Mais ma crainte, c'est que la colère des Israéliens soit telle que les considérations humanitaires, pourtant fondamentales,
ne soient pas reçues avec toute l'importance qu'elles ont du côté du gouvernement Netanyahou et que ça donne une tentation d'aller plus loin que ce que la situation commande. Et ça, j'ai un peu peur. Je pense que notre travail doit être, et moi j'ai l'intention de m'engager dans ce sens-là, de convaincre Israël, oui, de disposer du Hamas, de neutraliser le Hamas, de démanteler le Hamas, si tant est que ce soit possible, parce que ça va être long, difficile et coûteux, incluant en termes de vies humaines, incluant du côté d'Israël. Mais si cet objectif-là me semble nécessaire, il n'y aura pas de paix durable tant qu'il y aura un gouvernement terroriste à Gaza. Il n'y aura pas de paix durable non plus si on ne fait pas preuve de compassion à l'endroit des civils israéliens qui ne sont pas liés au Hamas. C'est mon inquiétude actuelle. Ouais. Je profite de votre présence pour vous parler du dossier de l'ingérence étrangère parce que le Bloc québécois va déposer un projet de loi pour créer un registre des agents étrangers. Est-ce que le Bloc a l'appui des autres partis aux communes dans cette initiative? En fait, je m'attends à ce qu'au moins sur le principe, on ait l'appui de tout le monde, parce que c'est normal, c'est la base des choses. Il y a des gens qui ne sont pas des citoyens canadiens et qui ne sont pas assujettis à la protection qui vient avec le statut de citoyen. Je ne parle pas de la sécurité au quotidien, là. Je parle de la protection, l'ensemble des droits qui viennent avec un statut de citoyen qui viennent sur le territoire. Donc, on ne peut pas dire ces gens-là, ce serait de la discrimination que de leur demander d'être inscrits sur une espèce de liste, sur un registre qu'on tient. Au contraire, à la lumière des tensions actuelles au niveau international, des activités d'espionnage et d'ingérence qui existent par la Chine, mais pas seulement par la Chine. On a eu un cas récent avec l'Inde. On sait que la Russie le fait systématiquement, mais on sait qu'il y a des États amis qui ont peut-être un peu les oreilles un peu partout aussi, là. Donc, que ces gens-là puissent être l'objet, au moins dans le cas des États adversaires ou plus ou moins ennemis, d'être sur une liste, dans un registre qui facilite la surveillance de l'activité et qui augmente conséquemment la sécurité des citoyens du Québec et du Canada, et singulièrement la sécurité des ressortissants de ces pays-là qui vivent maintenant ici. Mais concrètement, justement, de quelle façon ce registre-là permettrait de lutter contre l'ingérence étrangère de façon concrète, là? Le principal outil pour lutter contre l'ingérence étrangère, c'est le service de renseignement. Et ça, c'est une base de renseignement permanente et mise à jour. Sur le détail de l'opération, je m'en remettrai bien sûr aux agences de renseignement. Oui. Je termine avec vous sur la scène politique québécoise. Le chef du Parti québécois a présenté, vous le savez, lundi son budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Le premier ministre Legault lui réplique que la priorité des Québécois, c'est pas un référendum sur la souveraineté, c'est plutôt d'être capable de payer leur épicerie. Qu'est-ce que vous répondez au premier ministre Legault? Je réponds assez peu au premier ministre Legault parce que je ne suis pas à l'Assemblée nationale du Québec. Par contre, il faut cesser cette espèce d'argumentaire à la Jean Charest ou à la Jean Chrétien ou à la Justin Trudeau. Les discussions sur l'avenir du Québec sont toujours pertinentes. Et la preuve que c'est toujours pertinent, c'est qu'avant-hier, à l'Assemblée nationale du Québec, unanimement, on a voté en faveur, unanimement incluant la Coalition Avenir Québec, incluant le premier ministre du Québec, en faveur d'une motion qui affirmait la capacité économique du Québec d'être un État indépendant, la viabilité économique du Québec. Les seuls qui sont en mode arrache-cheveux sur ce sujet-là, c'est les libéraux de Québec et les libéraux d'Ottawa, ce qui en soi est la preuve que c'est une sacrée bonne idée. Oui, mais est-ce que c'est une priorité actuellement au Québec? Ça, c'est cette espèce de pratique-là qui est politique, puis un peu médiocre, c'est pas un reproche. C'est comme s'il fallait qu'il y ait une seule patente. Si un gouvernement n'est pas capable de parler de 2 sujets ou de 8 sujets en même temps, surtout quand il y a 25 ministres, l'État n'ira nulle part. On a le droit de parler de ça, c'est un enjeu. On a le droit d'avoir d'autres enjeux qui sont la santé, qui sont le financement des universités, qui sont la guerre à Gaza. On a l'obligation, quand on est un État responsable et intelligent ou assez intelligent, d'être capable de discuter de plusieurs sujets simultanément. Lorsque les Québécois établissent l'ordre de priorité, on leur donne un paquet de sujets, ils en choisissent un. Ils n'affirment pas que tous les autres sont insignifiants.
et on dit c'est celui-là qui est en haut. Le coût de la vie, c'est le premier. Le deuxième, c'est la santé. Puis la souveraineté arrive plus loin. Mais il y a personne qui dit la souveraineté, c'est absolument pas important. Mais je comprends les citoyens de dire, ouais, un coût de la vie, c'est un gros problème à l'heure actuelle. Puis la santé, c'est un problème important à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'on fera pas autre chose ou qu'on ne s'intéressera pas à autre chose. Ça, c'est assez étroit comme analyse. Yves-François Blanchette, merci beaucoup. Merci de votre temps. Un plaisir. Au revoir.